Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais présenté ma bibliothèque, donc on va remédier à ça. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'emprunte énormément de livres à la médiathèque comparé à ceux que j'achète et qui se trouvent donc dans ma bibliothèque. C'est principalement pour cette raison que j'avais jamais fait de bookshelf tour jusqu'à présent, parce que j'avais finalement une toute petite bibliothèque et je pensais qu'elle valait pas forcément le coup de vous montrer ça en vidéo. Ceci dit, ces derniers mois, je me suis un petit peu plus lâchée au niveau des achats et j'ai même investi dans une bibliothèque, ce que je n'avais pas avant. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, étagère par étagère. Je pense que je vais commencer par le haut et il n'y a pas d'ordre précis en réalité. J'ai absolument pas une bibliothèque rangée, que ce soit par ordre alphabétique ou par genre ou par auteur. Non, j'avais envie de dire le bazar, mais non, c'est juste, c'est mon rangement à moi qui n'est pas un rangement finalement. La seule exception à la règle, c'est que j'ai essayé de garder les séries ensemble, de ce côté-ci et de ce côté-là, mais bon, bah ça fait même pas 2 étagères. Bon, voilà, comme je vous le disais, pas forcément organisé. De toute façon, on est bien d'accord, le principal c'est que les livres soient dans la bibliothèque. Sans plus tarder, on démarre tout de suite. Donc voici la première étagère, l'étagère du haut, et on va retrouver pas mal de livres d'achat récents, dont certains que je vous ai même pas encore montrés en book haul tellement ils sont récents. J'ai notamment ici Sweet Harmony de Claire North, qui fait partie de ma sélection pour le prix Babelio, que j'ai pas encore lu. J'ai très récemment craqué pour Dark Matter de Blake Crouch, pareil, que j'ai pas encore lu. J'ai hâte de continuer à découvrir cet auteur. Pendant mon voyage à Lyon, j'ai aussi craqué, je me suis acheté La Divine Comédie de Dante dans cette édition point que je trouve juste magnifique. Pareil, je l'ai pas encore lu, mais ça fait partie de mes classiques de la littérature que j'ai envie de découvrir. Comme vous voyez, c'est aussi un petit peu le bazar ici parce que j'ai mon sacro-saint thermomètre et pour être précise, il fait presque 29 dans l'appartement. Donc hop, je le remets à sa place habituelle. Et j'ai plein de petits marque-pages, des marque-pages façon coin de page finalement avec du washi. J'ai hop, plein de petits marque-pages que j'ai reçus quand j'ai acheté mes puzzles, que je trouve juste trop mignons. J'en ai un autre, mais je crois qu'il est dans un livre. Ça, c'est quand j'étais passée à la librairie anglophone à Paris, la Smith & Son. Donc là aussi, un super joli marque-page. Celui-ci, c'est la médiathèque qui me l'a offert quand j'ai renouvelé mon abonnement. Ici, c'est quand j'avais acheté 5 petits indiens aux éditions Seuil. C'était dans le livre. Moi, je le trouve très beau, mais je l'utilise très peu. Et un que j'utilise jamais, je l'avais aussi récupéré à la médiathèque. Bon, je le trouve pas dingue, je pense que je vais m'en séparer. J'ai aussi un dernier marque-page que j'utilise absolument jamais, mais je le trouve trop bon, donc je le garde. C'est un souvenir de voyage de mes parents en Inde. Et de ce côté-là, j'ai des petits stickers pour quand je fais mes annotations, mais là je m'en sers assez peu en ce moment parce que je trouve qu'ils collent pas très bien sur les pages. Donc je vais vous mettre ça en dessous pour finir de vous montrer les livres. Et j'ai gardé mes petits goodies que j'avais reçus quand j'ai reçu en service presse Cathy de Michael McDowell. Donc je les ai gardés en souvenir parce que je trouve ça trop chouette en vrai. On continue avec le livre que vous m'avez choisi pour ma prochaine lecture votée. C'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooke. Et pareil, je l'ai toujours pas lu. On a aussi Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker que j'ai acheté à Lyon pendant ma visite et je l'ai lu, je vous en parle très bientôt. J'ai aussi Happy Place de Emily Henry que j'ai lu et vous avez un vlog entier consacré à la lecture de ce roman. Après vient, je sais pas trop pourquoi je les ai mis là, je savais pas où les mettre ailleurs. Des topo guides ici pour le chemin de Stevenson que j'ai très envie de faire depuis des années, c'est le GR70. Presque 2 semaines de rando et de ce côté-là c'est plutôt un récapitulatif de certaines randonnées qu'il y a à faire dans mon département, dans le Var. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Moi, je vais plutôt le mettre de ce côté-là, mais de toute façon il faut que je lui trouve une place parce que ça va pas là. Les romans et des topo guides c'est n'importe quoi. J'ai aussi Love Theoretically d'Ali Hazelwood que je n'ai toujours pas lu, évidemment. Mirror Bay de Catriona Ward, non plus, toujours pas lu. Noblesse oblige de ce côté-ci, que j'apprécie énormément visuellement. Je l'ai lu, je vous en parle dans le vlog du challenge Babelio, justement, qui sortira, je pense, à la fin de l'été ou peut-être même
courant ou fin septembre, je sais pas encore. Mais encore une fois, la beauté de ce livre, je ne me remets toujours pas. Psyché et Eros de Luna McNamara, pareil, la beauté de cette couve. On adore. Il y a aussi Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson, premier tome d'une série de Cozy Mystery. J'ai pas encore acheté ni lu le deuxième, mais bon, je pense que ça viendra d'ici la fin de l'année. Pour mon challenge Babelio, toujours, j'ai le tome 1 de l'Empire du Vampire de J. Christophe. Voilà, quand on parle de grosses briquettes, on pense souvent à celui-ci, n'est-ce pas? J'ai pas encore acheté le tome 2 parce que je voudrais déjà venir à bout du tome 1 que je n'ai absolument pas commencé. Et de toute façon, je compte le lire cet été pour, encore une fois, mon challenge Babelio. On verra bien comment ça se passe. Il y a aussi Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. Est-ce qu'on parle de la beauté de la couverture? On pourrait. Ensuite, il y a Ton monde et le mien, que je n'ai toujours pas lu, de Abby Jiménez. J'ai trop hâte d'avoir enfin le temps de me plonger dedans. Mais bon, espérons que ce sera pour cet été. La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau, qui est un des contes interdits. Un roman assez court puisqu'il fait 240 pages. Là aussi j'ai un marque-page d'ailleurs. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer à la caméra? On dirait que oui. Là aussi j'ai hâte de découvrir. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette collection. Si je vais aimer ou pas, ou si ça va être trop gore. On verra bien. Je crois que pour le moment, on est arrivé à la fin de ma sélection pour le prix Babelio. On a aussi, juste après, La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, que je pense lire plutôt cet été. La première intégrale des Aventuriers de la mer que je m'étais offert en février quand j'étais montée à Paris et que j'avais visité le musée de la Marine. Il proposait cette édition que je trouve juste incroyable. Ça fait un peu effet tableau, peinture, et j'adore. Et enfin, pour cette première étagère, j'ai A Diary of Blood de S.T. Gibson, donc une version originale en anglais, que je n'ai toujours pas lu. Je pense, pareil, que je vais le garder pour cet automne, peut-être autour d'Halloween. Et en même temps, j'ai tellement de romans que j'ai envie de lire à cette période-là que, pour être tout à fait honnête, je pourrais absolument pas tout lire. C'est impossible, inhumain. Bref, je pense que vous l'avez compris, ici, cette étagère-là, c'est plutôt les livres que je viens de m'offrir, que je viens d'acquérir et que je n'ai toujours pas lus. Mais ça ne saurait tarder. On passe ensuite à l'étage juste en dessous. Et on retrouve en premier lieu La Baguette de Per Andreasson, qui est le batteur de Royal Republic. Un de mes groupes préférés, le groupe que j'aime le plus voir en live. D'ailleurs, de toute façon, c'est écrit dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien son prénom et son nom, Per Andreasson. Et du coup, c'est la baguette que j'ai récupérée l'année dernière au Main Square Festival. Donc je la garde en trophée, en souvenir. Pour le moment, je vais la mettre juste en dessous pour vous montrer les livres. J'en ai une autre de baguette qui date du tout premier concert de Royal Republic auquel j'avais assisté. Et elle est en bien pire état que celle-ci, puisque celle-ci, je pense qu'elle a été utilisée pour une ou deux chansons. Alors que la première que j'ai récupérée, elle est complètement éclatée. Mais elle est dans ma chambre chez mes parents, du coup je peux pas vous la montrer. Bref, pour en revenir au livre, je pense que vous l'avez compris rien qu'en voyant l'écran, mais c'est réservé à mes séries. Et donc la première série, c'est une série que je n'ai pas terminée. J'ai seulement lu les tomes 1 et 2. C'est la saga Les Accords Corrompus. Donc le premier tome, Rêve de glace. Et le deuxième, Rêve d'envol. Ces deux-là, je les ai lus, mais je les avais lus dans leur version numérique. Et j'avais adoré le début de cette série. Donc j'avais demandé à Noël d'avoir la saga en papier et je l'ai reçue et depuis j'ai plus jamais repris la saga. C'est honteux, mais bon du coup ces deux titres là sont lus et les deux suivants qui sont Rêve de feu et Rêve de liberté sont toujours donc dans ma pile à lire et j'aimerais beaucoup me remettre à cette série, mais bon pareil, il faut que je trouve le temps et je pense qu'à ce moment là je relirai d'abord les deux premiers tomes avant de suivre avec les tomes 3 et 4 parce que sinon je vais absolument rien comprendre. Après ça, on a la duologie de Fleur d'Oco, ici le tome 1 et ensuite le tome 2. C'est une duologie francophone écrite par Laetitia Danaé et là, j'ai lu les deux tomes, je suis assez fière. J'hésite entre les garder dans ma bibliothèque ou les revendre parce que, en fait, j'adore les couvertures. Je trouve que c'est juste incroyable. Mais au niveau de l'histoire, je sais que c'est une histoire que je relirai pas. Du coup, est-ce que je les garde ou pas? Je me pose toujours un peu la question.
Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi, mais j'ai dû mettre le ventilo parce que je suis en train de suer toute l'eau de mon corps et c'est pas normal. Bref, on continue. Il y a ensuite Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. C'est une tétralogie. Est-ce qu'on dit ça quand il y a 4 tomes? Je suis pas sûre. Bref, c'est une série en 4 tomes. Le 4e est toujours en cours d'écriture, mais j'ai donc les 3 premiers. Et j'ai lu seulement les 2 premiers. Donc j'ai lu Le Masque de No, qui est le tome 1, et Le Sabre de Sanada, le tome 2. Et il me reste donc à lire le tome 3, L'ombre du shogun, que je procrastine depuis bien un an et demi maintenant. Est-ce que ça devient abusé? Un petit peu, mais en même temps, je suis toujours en train de me dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'attende la sortie du tome 4 pour pouvoir genre binge-reader le 3 et le 4? On verra bien. Ensuite, on a l'entièreté de la saga Daevabad de S.C. Chakraborty. Donc, on a le tome 1, La Cité de Laiton, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le tome 2, Le Royaume de Cuivre, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Le tome 3, qui est L'Empire d'Or, que je n'ai toujours pas lu. Il est toujours dans ma pile à lire. Et enfin, le tome 4, qui est finalement un recueil de nouvelles qui se passent entre les tomes 1 et 2, et même certains avant le tome 1. C'est donc Le Fleuve d'Argent, et en fait, ce sont des nouvelles à lire donc entre chaque tome, et que je n'ai donc toujours pas découvert. Je pense que, pour le coup, une relecture s'impose, parce que pour les tomes 1 et 2, ça fait au moins, je pense, 2 ans, voire plus, que je les ai lus. Et même si je me souviens de pas mal de choses, c'est une trilogie qui est hyper dense au niveau politique, au niveau culturel, et je pense qu'il vaut mieux quand même que je les relise. Donc à ce moment-là, j'en profiterai pour aussi lire les nouvelles qui constituent Le Fleuve d'Argent, pour être vraiment hyper calée dans la chronologie. Et là pareil, quand on parle de pavé de Calporte, on pense aussi souvent à La Cité de Laiton, puisque regardez-moi un peu l'épaisseur de ces romans, c'est n'importe quoi. Et en même temps, pour le coup, pour avoir lu les tomes 1 et 2, je peux vous dire que ça se lit tout seul. Aussi, est-ce qu'on parle du fait que j'ai les 3 tomes principaux en paperback et que j'ai le tome 4 qui est un peu, comme je vous disais, du coup, un recueil de nouvelles qui lui est en hardback? Je suis un peu déçue et en même temps, je sais pas quelle édition garder puisque j'aime les deux. Autant d'habitude, je suis pas du tout hardback, mais j'avoue que franchement, il est trop beau. Et je sais pas, j'hésite. J'hésite toujours, ça fait bien 6 mois que je me pose la question de est-ce que je passe toute ma collection en relié ou en broché? Et j'ai toujours pas la réponse, donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Et pour finir cette étagère, on arrive à 2 titres que je ne vous ai pas présentés et je suis en train de m'apercevoir que je les ai mal rangés. J'ai mis le tome 2 avant le tome 1. Je me suis offert, il y a très peu de temps, les 2 premiers tomes de la trilogie La Confrérie du Sang de John Gwynne. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre évidemment, puisque je veux d'abord terminer l'autre saga de John Gwynne que j'ai commencé à lire et je suis au milieu de cette saga. Donc j'attends de finir la dite saga avant de commencer celle-ci. Mais donc il faut vraiment que je vous présente au moins le tome 1 de La Confrérie du Sang et le tome 2, L'Ombre des Dieux et La Fin des Dieux. Oh, j'ai un marque-page! Trop bien! J'ai un petit marque-page des éditions Léa qui font leur pub pour eux-mêmes et pour la collection magique qu'ils ont sortie. C'est leur collection en poche. Et du coup, je m'aperçois que je l'ai aussi dans le tome 2. Donc en fait, j'ai récupéré encore certains marque-pages. Je trouve ça trop cool. Hop, dans ma collection. Et ceux-là, je les ai achetés, j'avoue, parce qu'il y avait une petite opération marketing dessus et voilà, je suis tombée dans le panneau, je suis une victime. Mais en même temps, je savais que je voulais les acheter tôt ou tard, donc je me suis lancée. Pourquoi je les ai achetés? Parce que John Gwynne a déposé sa signature. C'est pas directement sur le livre, hein, c'est dans un encart, mais c'est collé dessus. Donc ils sont quand même plus ou moins dédicacés. Je sais pas si je vous le montre bien à la caméra. Voilà. Le tome 1 est dédicacé et c'est aussi le cas du tome 2. Que voilà. Je suis assez fière. Je crois que le tome 3 vient de sortir aux États-Unis, donc dans sa langue originale.
J'espère que les éditions Léa ne vont pas trop tarder à le traduire et en même temps je me dis que je suis vraiment pas pressée étant donné que j'ai absolument pas commencé la lecture de cette série. Mais dans tous les cas, je pense que je vais me régaler et j'ai encore de toute façon des gros pavés devant moi. Donc les éditions Léa, je vous presse mais pas trop non plus. Pour la troisième étagère, on continue avec les sagas. En fait, il y en a une seule à vous présenter, enfin un seul cycle, mais qui est constitué de 2 sagas. C'est évidemment Capitale du Sud et Capitale du Nord, le cycle de la Tour de Garde. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. On commence d'abord par Capitale du Sud, avec le tome 1, Le sang de la cité, le tome 2, 3 lucioles, et le tome 3, Les contes suspendus. Et pour vous montrer un petit peu toute la beauté, je vais reculer un petit peu la caméra. Voilà. Merci les éditions Forge de Vulcain pour la beauté de cette trilogie. J'adore, j'adore, j'adore ces couvertures. J'adore la charte graphique, j'adore la palette de couleurs. Merci pour ça. Et ils ont fait évidemment la même chose pour Capitale du Nord. Ici avec le sens inverse, on va commencer avec le tome 3, L'Armée Fantoche. Puis le tome 2, Mort au jet. Et le premier tome, Citadin de demain. Pourquoi est-ce qu'on fait dans le sens inverse, me direz-vous? Parce que si je décale un petit peu, il ne voudra pas tenir de toute façon, mais c'est pas grave. Hop. Les tomes 3 de chaque trilogie se rejoignent. Et là encore, je suis en extase devant ce génie. Merci, merci, merci aux Forges de Vulcain. Parce qu'en plus, ça fait évidemment écho à ce qui se passe dans ces 2 trilogies qui se retrouvent justement dans les tomes 3. Bref, du génie. On en a presque fini avec les sagas, mais on va retrouver les autres un petit peu plus tard dans la vidéo. On continue avec cette étagère avec Yellowface de Rebecca Kuang. Et celui-ci, je l'ai déjà lu. On a aussi, juste après, un nouveau livre en VO qui est The Inheritance of Orchidea Divina, que je n'ai pas lu, mais j'apprécie énormément la couverture. Et là aussi, c'est un peu une exception, puisque c'est un hardcover. Et alors, je crois qu'à l'intérieur, il n'est pas forcément décoré. Oui, voilà. Il est assez simple. Mais j'adore cette couverture, cette jaquette. Et voilà, j'ai envie de le garder, même si je ne l'ai pas encore lu. J'espère qu'un jour son tour viendra, mais en même temps, voilà, j'ai tellement de choses que j'ai envie de lire en même temps, il faut faire un choix. Et son heure n'est toujours pas arrivée, mais bientôt j'espère. Ensuite, on retrouve Génial, Ma mère est morte de Janet McCurdy. Ça me fait penser qu'il faut que je le prête à une amie, on en avait parlé il y a quelques mois. Celui-ci, il est déjà lu. Après ça, on a Iron Widow, c'est un premier tome de saga. Je ne sais plus si c'est une trilogie ou plus, je n'ai toujours pas lu ce premier tome, mais je sais que c'est un mélange entre de la fantasy et de la science-fiction, enfin je crois. Mais dans tous les cas, ici aussi, on a une très très jolie couverture. Et j'avoue que j'attends la sortie au moins du tome 2 en français avant de commencer à lire ce livre, parce que je me dis que si je démarre ce premier tome et que j'adore, il va me falloir la suite assez rapidement. Donc autant continuer à patienter et le procrastiner encore un peu. On retrouve aussi, dans un genre complètement différent, Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, qui est une romance de Noël. C'est un titre que j'avais acheté pour mon challenge Babelio de l'année dernière. Et ben, finalement, j'ai gardé le livre parce que je le trouve très joli, même si j'avoue que l'histoire ne m'a pas transcendée. De toute façon, je suis pas archi fan de romance, même si je commence à découvrir des choses qui m'intéressent. Mais surtout, je ne suis pas fan de romances de Noël, donc bon, c'était sûr que ça allait pas faire un carton chez moi. Mais je sais pas, j'ai quand même gardé le livre, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi. Par contre, juste après, on a Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. C'est le deuxième tome d'une série de thrillers psychologiques, j'ai envie de dire. J'avais lu le tome 1 que j'avais emprunté à la médiathèque, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Et j'avais adoré. Donc j'ai très très envie de retrouver Millie, notre personnage principal. Comme je vous le disais, ça ne saurait tarder. Et de Freida McFadden, toujours, j'ai La Psy de ce côté-ci, qui là est un tome unique. L'histoire entière se déroule dans ce tome. Et j'avais absolument adoré ce roman. En parlant de romans que j'ai adorés,
Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. Ici aussi, un premier tome de série. Et là, c'est de la Cozy Mystery. C'était très très chouette. On part évidemment en vacances, comme le titre nous l'indique. Et c'était vraiment trop bien. En plus, bah franchement, ça se lit vite puisque voilà, les marges sont assez importantes. Et en plus, bah, c'est hyper divertissant, rafraîchissant. Je vous le conseille pour ces vacances. De nouveau, un titre en VO qui est aussi un premier tome de série. Je le procrastine parce que il est en VO, parce que c'est écrit, bah, pas forcément petit, mais c'est bien rempli quand même. Et surtout, c'est un mélange de fantasy ou fantastique, je sais plus, avec du thriller. Ça m'intéresse beaucoup, mais j'avoue que je le procrastine. C'est Empire of Exile de Erin M. Evans. Et est-ce qu'on parle de la beauté de cette couverture, franchement? Je me demande si on va pas parler de piraterie ou du moins d'extension d'empire et de territoire, de conquête. En plus du fait que c'est un thriller, ça me fait trop envie. Mais voilà, j'avoue que je le procrastine. Il faut que je me mette à lire un peu plus de romans en VO parce que j'en achète, mais je les lis pas après et ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Après ça, on a La Reine du Noir de Julia Barthes. J'adore les éditions Sonatine, ce qu'ils ont fait vraiment avec cette couverture, je trouve ça incroyable. Et celui-ci, c'était un service presse, c'est justement les éditions Sonatine qui me l'avaient envoyé pour le lire avant sa sortie et pouvoir le chroniquer, en faire une critique. J'avais absolument adoré ce roman. Je ne peux que vous le conseiller, même si je sais que ça va pas plaire à tout le monde, puisque entre-temps, j'ai revu des critiques de ce livre et apparemment il y a plus de gens qui n'aiment pas que de gens qui aiment, mais moi j'ai adoré. Il y a aussi Celle qui devint le soleil, le tome 1 de la duologie de Shelley Parker Chan, et Celui qui noya le monde, le tome 2, donc la suite et fin de cette duologie. Et là j'ai lu les deux. Sur l'étagère suivante on retrouve bah pareil, un petit peu de tout, un petit peu du mélange, du n'importe quoi, c'est pas grave. Le premier titre, c'est Neverwhere de Gail Neyman, que je ne connais absolument pas. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et je n'ai jamais découvert cet auteur. Je l'avais trouvé, je crois, pour 50 centimes ou 1 euro dans un Easy Cash. Donc je m'étais dit, ben, pourquoi ne pas enfin commencer à découvrir cet auteur? Je sais absolument pas à quoi m'attendre et je sais même pas si je le lirai un jour finalement. Ensuite, l'année dernière, on m'a offert La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, une autrice que j'avais énormément appréciée, avec le cirque de la nuit, le cirque des cauchemars, oh je sais plus. Donc j'avais découvert cette autrice avec ce titre-là et j'ai envie de découvrir La mer sans étoiles qui apparemment est encore plus beau au niveau de son écriture, au niveau de son histoire. Mais voilà, c'est un bon petit pavé en poche qui fait plus de 700 pages. Un jour, son heure viendra. Quand? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire en fait. On a aussi L'Odyssée de l'endurance d'Ernest Shackleton qui là est un témoignage, j'ai envie de dire, de ce qui s'est passé pendant justement l'expédition complètement loupée de l'endurance au pôle Sud, si ma mémoire est bonne. Je confonds toujours le pôle Nord et le pôle Sud. Celui-ci aussi, je l'ai acheté au Musée National de la Marine. J'adore l'histoire de cette traversée complètement loupée, complètement invraisemblable, mais absolument incroyable. Mais j'ai toujours très envie de le lire et de découvrir la version de l'expéditeur. Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors dans cette magnifique édition point. Je trouve vraiment la couverture, encore une fois, trop belle. Et là, pareil, je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai acheté en début d'année. Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Je vous l'ai déjà présenté dans quelques vidéos pour vous dire que il faut que je le lise un jour, puisqu'il fait partie de ma pile à lire des classiques de la littérature. Et en plus, j'adore la couverture. En fait, de façon générale, j'adore ce que font les éditions Game Master dans leur collection Totem, donc dans leur collection de poche, qui a l'air très simple, mais franchement très efficace. J'adore. Mais bon, comme c'est un classique, j'avoue que je le procrastine, même si je pense que je vais vraiment apprécier ma lecture, il faut juste que je me lance. Ensuite, il fallait vraiment que je vous présente de nouveau cette trilogie que les éditions Totem de nouveau ont enfin sorti dans son entièreté, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de la trilogie Wayward Pines. Donc le premier tome Révélation, le deuxième tome Rébellion et le troisième tome Destruction. J'ai adoré cette série, je l'ai binge-readé. J'oublierai jamais cette sensation d'avoir découvert cette série et d'être complètement addict.
Ça m'a fait du bien, je vous avoue. Après cette trilogie, de nouveau un livre qui m'a énormément plu, en VO cette fois-ci, c'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Marcellus. Le voilà, de nouveau, mais bon, j'adore. Je trouve cette édition vraiment trop jolie. En fait, il y a des petites bulles là-dessus qui sont en relief et le titre est en relief aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais moi j'adore vraiment cette couverture, je la trouve magnifique. Ensuite, on arrive à un cadeau qu'on m'a fait, je sais plus si c'est à ce Noël ou à Noël 2023, mais c'est le Seigneur des Anneaux en version poche et collector. Je trouve déjà la boîte trop belle, donc je l'ai gardée, ce qui est assez exceptionnel de ma part. Et du coup, on a bien le tome 1, La Fraternité de l'Anneau, le tome 2, Les Deux Tours, et le tome 3, Le Retour du Roi, écrit donc par Monsieur Tolkien en personne. Des romans que je n'ai jamais découverts. Enfin, je me souviens avoir lu il y a très longtemps le tome 1, et encore, je sais même pas si j'étais arrivée à la fin. Je me souviens d'avoir eu énormément de mal avec le début de La Fraternité de l'Anneau, de l'avoir abandonné, d'avoir retenté le coup quelques années plus tard et d'être passé outre cette difficulté et d'avoir continué. Mais est-ce que je suis allée jusqu'à la fin? Je ne sais absolument plus. Donc, un jour, je les relirai. Mais pareil, c'est pas la priorité. C'est juste que comme beaucoup de monde, je pense, je suis absolument fan de ce qu'a fait Peter Jackson dans sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Et j'ai envie de connaître le matériel de base. Donc un jour je les lirai, mais pas tout de suite. On a aussi Les Enfiévrés de Lingma dans cette édition assez simple, basique, mais que j'aime beaucoup au niveau du toucher. On est plutôt pas mal aussi, ça fait un peu comme un jean en fait. Et celui-ci c'est lu. Ensuite, un nouveau premier tome de Cozy Mystery, c'est Ils étaient 7 de C.A. Larmer. C'est le premier tome du Club des amateurs de romans policiers et je ne l'ai pas encore lu. J'aimerais bien le découvrir tôt ou tard parce que j'ai entendu de super bons échos là-dessus. Les naufragés du Wager de David Grann. J'avais bien aimé cette lecture, mais je pense que quand je le relirai, je l'apprécierai bien plus. Par contre, la couverture, là encore, on est un peu sur un mode tableau, peinture. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Je l'ai acheté à sa sortie quand il a été édité par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et je ne l'ai toujours pas lu. C'est inadmissible, mais en même temps, c'est un sacré gros pavé. Il est hyper lourd. Et surtout, il est très bizarre. Je vais essayer de vous montrer, voilà, quelques petites choses. Pourquoi est-ce qu'il y a du rouge, du noir? Je sais pas, c'est assez bizarre. Voilà, on a des pages comme ça. On a des pages... Oh mon Dieu, c'est n'importe quoi. On a des pages écrites comme ça. Et je sais pas, je suis pressée de le découvrir pour savoir pourquoi il est écrit de cette façon. Et en même temps, j'avoue qu'il me freine un peu. Et je sais qu'il risque de me faire très peur. Et moi, je suis un peu, beaucoup, une flippette. Donc, j'hésite à chaque fois de le lire pour la saison automnale ou pour Halloween. Mais en même temps, j'ai trop peur de me faire peur. Donc, je le remets toujours à plus tard. Il y a ensuite Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les éditions Sabran avec cette couverture. Je sais plus si la version originale avait la même couverture ou pas. Mais ici, c'est un one-shot, un tome unique de fantasy sur la mythologie viking, puisqu'on va s'intéresser à cette déesse nordique qui est Angrboda. Et je sais que c'est son histoire et que ça risque d'être assez violent. Je vous dis ça parce que je ne l'ai pas lu, mais ça m'intéresse vivement. Piranèse de Susanna Clarke, que j'ai énormément apprécié. C'est un des livres qui m'a vraiment remis à la lecture, qui m'a vraiment relancé sur les rails finalement de la lecture. J'avais complètement accroché à ce roman, à ses premiers chapitres, complètement oniriques, très bizarres et en même temps absolument addictifs. Et en plus, bah voilà, la couverture, encore une fois, je la trouve vraiment magnifique. Bref, un roman que je vous recommande. J'ai aussi La Cité diaphane d'Anouk Faure, que j'avais beaucoup apprécié. Un roman très atmosphérique, très sombre, très noir, très mélancolique et même un peu horrifique. Mais j'avais beaucoup aimé. En plus, il est illustré avec certaines gravures de l'autrice
qui est donc aussi une illustratrice. J'essaie de vous en trouver. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vraiment, c'est incroyable, c'est superbe. De nouveau, un livre en VO, c'est First Light Winds de Ashley Elston. Et celui-ci, je l'ai lu. C'est une double exception parce que c'est un hardcover, mais je l'ai lu. Celui-ci, je l'ai acheté, je l'avais trouvé en occasion et je voulais absolument le lire puisque c'était le livre du book club de Reese Witherspoon. J'arrive jamais à prononcer ce nom, mais du coup c'était le livre du mois et je voulais absolument le découvrir. J'aime beaucoup ce que propose le book club de cette actrice, mais à chaque fois c'est des livres qui viennent de sortir ou même qui sont pas encore sortis quand ils l'annoncent. Du coup j'ai toujours énormément de mal à me renseigner sur le livre actuel et du coup à l'acheter parce qu'il vaut une fortune et que le temps que je me fasse livrer on passe au mois suivant. Donc j'aimerais continuer à découvrir les livres du book club, mais je serai toujours en retard, donc je sais pas trop ce que j'ai envie de faire finalement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu puisque je vois que ça fait déjà 45 minutes que je blablate. On arrive à l'avant-dernière étagère. Je vous ai carrément couché par terre pour pouvoir filmer. Le premier livre, c'est Le Chardonneret de Donna Tartt, que je n'ai absolument pas lu parce que c'est un gros pavé. On a beau être sur du poche, on est sur bien plus de 1000 pages et j'avoue que j'avais pas été super fan du premier titre de Donna Tartt que j'avais lu, donc ouais voilà, encore un truc que je procrastine et que je ne lirai peut-être jamais, mais bon. Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. J'ai très envie d'acheter le tome 2 pour avoir la collection complète puisque c'est une duologie de novellas. Et j'avais bien aimé le tome 1, mais j'avais encore plus apprécié le tome 2, qui est Une prière pour les cimes timides. Né d'aucune femme, de Frank Buis. Je l'ai récupéré parce que ma sœur l'a lu. Et je sais même pas si elle avait vraiment apprécié sa lecture ou pas. Je crois que oui, que c'est pour ça que je l'avais mis dans ma bibliothèque. Mais clairement pas la priorité. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres, il n'est pas dans un état extraordinaire, mais je le trouve très joli. Et là pour le coup c'est bien un hardcover, donc finalement je sors quand même pas mal des sentiers battus. Ensuite on a le tome 2 de l'Ascension de Kaamelott. Ici c'est La trahison de Kaamelott, c'est une trilogie écrite par Kiersten White. J'ai le tome 2 ici et le tome 3 de ce côté-là, La malédiction d'Excalibur. J'avais lu le tome 1 en version numérique et j'avais bien aimé, donc je m'étais dit que j'allais continuer. J'avais trouvé d'occasion ces tomes 2 et 3 ensemble et j'ai jamais réussi à trouver le tome 1 en bonne condition sans qu'il soit absolument trop cher. Mais il faudrait que je reprenne mes recherches parce que j'ai envie d'avoir la collection complète et de relire le premier tome avant de découvrir la suite et fin de cette trilogie, savoir si j'apprécie ou pas. Légende élatée de Travis Baldree, je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais c'était sans plus. Et pareil, j'hésite à m'en séparer parce que j'aime bien la couverture, mais en même temps, je sais que je le relirai pas. The Measure de Nikki Erlich, encore une fois un livre en VO, et j'ai absolument adoré ce roman. Entre-temps, il est sorti en français sous le titre La Mesure, je crois bien. J'aime beaucoup plus la couverture en version française que la version ici que j'ai ici en rouge et jaune que je trouve pas forcément affreuse mais presque. Mais j'ai tellement adoré ce roman que j'ai envie de garder le livre qui m'a fait vivre autant d'émotions. Donc pour le moment je le garde, peut-être que je m'en séparerai un jour pour prendre la version française. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, j'ai lu et j'ai bien aimé, mais est-ce que je le relirai? Je ne suis pas sûre. Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson, c'est le 3e projet secret sur 4, c'est celui que je n'ai pas lu. Je n'ai jamais acheté ni découvert le tome 4 sur 4, enfin le 4e livre des projets secrets, et il ne m'intéresse pas. Par contre celui-ci il m'intrigue plutôt pas mal. La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'aime beaucoup la couverture ici aussi. J'avais bien aimé l'histoire et surtout les personnages secondaires. Mais pareil, est-ce que je vais relire le roman? Rien n'est moins sûr. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Un titre en VO que j'ai aussi déjà lu. Et j'avoue, je le garde surtout pour sa couverture très rétro, très années 80. Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland qu'on m'avait offert à Noël ou à mon anniversaire, je ne sais plus, que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé. Si vous cherchez une lecture horrifique,
Je vous le recommande vivement. La constance du prédateur de Maxime Chatham, c'est lu et c'est en assez mauvais état. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il avait pris la grosse pluie à Berlin l'été dernier. Donc je le garde parce que de toute façon, je suis une fan inconditionnelle de Maxime Chatham. J'achète et je garde tout ce qu'il fait. Mais bon, il est dans un état pas très bon, j'avoue. Les Ravissantes de Romain Puertolas, je le garde parce que j'aime bien la couverture un peu vintage de ce titre. Je l'ai déjà lu et en plus, je crois qu'il était dédicacé d'ailleurs. Oui, je confirme, il est dédicacé. C'est pour ça que je le garde. Je l'avais gagné, je crois que c'était un concours Instagram. Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus, que j'avais aussi bien aimé, mais je pense que j'ai encore plus aimé la série qui est sortie sur Apple TV, je crois, ou Apple Plus, je sais plus comment ça s'appelle, avec notamment Brie Larson. J'avais beaucoup aimé, beaucoup pleuré aussi. C'est donc un titre en VO que j'ai lu. 5 ans dans la vie de Xi Jinping, ici écrit par Frédéric Lemaître, le correspondant du Monde à Pékin, sauf que depuis, il est rentré. J'avais bien aimé, on apprend beaucoup de choses justement sur la Chine de nos jours, c'est très intéressant et celui-ci je l'avais reçu en service presse. Et enfin on a 2 livres de non-fiction que je m'étais offert et que je n'ai jamais ouvert. Le premier c'était parce que je voulais passer le concours de greffier et du coup... j'avais besoin de m'entraîner et puis finalement je m'en suis jamais servi. Et le second c'est l'année de 12 semaines, faites-en plus en 12 semaines que d'autres en 12 mois. C'est un livre un peu façon bien-être, développement personnel pour apprendre justement à s'organiser, à organiser son temps de travail. Et voilà, comme je vous le disais, je l'ai jamais ouvert, mais ça peut être très intéressant quand même. On va arriver à la dernière étagère, mais avant ça, je voulais vous montrer que je me sers aussi d'une étagère ici sur mon meuble télé. Il y a donc Malice, Bravoure et Ruine, qui sont les tomes 1, 2 et 3 du livre des Terres Bannies, publié aux éditions Léa et écrit par John Gwynne. J'ai donc la place pour le tome 4 qui n'est toujours pas traduit et sorti, mais bon, je pense que ça ne saurait tarder. J'espère d'ici la fin de l'année. J'ai lu les tomes 1 et 2 et j'ai énormément apprécié. Le tome 3 est toujours dans ma pile à lire, mais ça ne saurait tarder. Et donc je vous propose cette vue aussi pour vous montrer que sur le côté juste là, en fait c'est le coin où je mets les livres que je reçois de la médiathèque et que je ne range pas dans ma bibliothèque pour pas les mélanger et pas les oublier, mais ce sont des livres à lire et à rendre assez rapidement. Je vais vous montrer ce que j'ai en ce moment. Il y a en premier lieu Objectif Zéro de Anthony McCarten que j'ai lu et que du coup je vais ramener à la médiathèque cet après-midi. On a aussi le livre de Charlotte McConaghy, je pleure encore la beauté du monde. Pareil, c'est lu et je vais le ramener cet après-midi. J'ai récupéré, parce que je l'ai prêté à ma maman d'abord, Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé, un thriller psychologique je crois, ou un policier, je sais plus bien, bref, un roman noir. Je viens de le récupérer, ma maman l'a laissé dans ma boîte aux lettres, donc je pense que je vais le commencer aujourd'hui, très certainement. Et enfin le 4e livre qu'il faut que je lise, que je viens d'emprunter, enfin que j'ai emprunté il y a quelques semaines, c'est La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les éditions Albin Michel Imaginaire avec la couverture, mais j'avoue que c'est quand même un gros pavé. Il va falloir que je m'y mette quand même. Bon, et enfin on arrive à la dernière étagère, l'étagère des éditions poche, avec le premier qui n'est autre que, si j'arrive bien à le sortir, Le Silmarillion de Tolkien de nouveau. Ici c'est un roman que je ne connais absolument pas, je sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça se passe avant le Seigneur des Anneaux. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Il paraît que c'est du génie, mais je l'ai pas encore lu. Mais un jour, je vais le découvrir. Je le mets de côté parce que sinon, j'arrive pas à sortir les autres livres. Mais je pense que vous les avez reconnus ici. C'est la série complète des Blackwater. Je vais vous les mettre dans l'ordre. On a donc tome 1, La Crue, tome 2, La Digue, tome 3, La Maison, tome 4, La Guerre, tome 5, La Fortune et tome 6, Pluie. J'ai lu l'entièreté de cette très sympa saga écrite par Michael McDowell. J'avais énormément apprécié. Je pense que mes préférés restent La Maison et La Guerre. Quoique j'ai aussi beaucoup apprécié La Fortune. Et pour rester dans le même thème au niveau des couvertures et de l'édition, j'ai aussi évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, Cathy du même auteur, Michael McDowell. Là aussi un titre que j'avais énormément apprécié.
Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern et je l'ai déjà lu. Le Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein que j'ai envie de garder pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'automne en général, voire même d'Halloween, mais ben, ça fait bien 1 an que je le procrastine. Mais j'ai toujours très envie de le découvrir, je pense que ça va être assez sombre, voire un peu horrifique, et je pense que ça va me plaire. American Predator de Maureen Callahan aux éditions 10-18. Je pense que c'est un peu un précurseur pardon, de leur collection des True Crime, toujours chez 10-18. Donc au niveau couverture, on n'est pas tout à fait raccord, mais je l'ai toujours pas lu. Et j'ai très envie de découvrir cette histoire. On va nous parler d'un tueur en série. C'est donc une histoire vraie, un peu façon documentaire, je crois. Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker, un roman donc de non-fiction, enfin un roman qui nous explique un peu l'importance du sommeil. C'est hyper intéressant. Par contre, il faut pas avoir peur de le faire durer sur plusieurs mois de lecture parce que comme ça parle de sommeil, ça nous donne envie de dormir en fait. C'est assez paradoxal. Enfin, non pas forcément paradoxal, mais assez contre-productif plutôt parce que toutes les 2-3 pages, on a les yeux qui piquent, on a envie de dormir. Et de toute façon, le Dr Walker nous en parle dès le début. N'ayez pas peur si vous avez envie de vous endormir, c'est normal, on parle du sommeil. Bref, très très intéressant. Les 4 acteurs Tolkien de Don Miguel Ruiz, je ne l'ai absolument jamais lu et je sais pas si je le lirai un jour parce que je suis pas sûre que ça m'intéresse. Et j'avoue que je sais même pas d'où ça sort, pourquoi il est dans ma bibliothèque. Le livre du Hygge, je sais jamais comment on prononce, de Make Viking peut-être, je ne sais pas, président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Ben ouais, pareil, toujours pas lu, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Pas forcément à lire d'une traite, mais peut-être plutôt à lire un chapitre par-ci par-là. Oh, Noël, oh, ça peut être très sympa. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, je suis quasi sûre que je l'ai trouvé dans une boîte à livres, mais je me souviens plus. Je sais que ma maman l'a lu et a absolument adoré, mais moi je l'ai toujours pas découvert, même si je sais qu'il risque de beaucoup me plaire et surtout de me faire beaucoup pleurer. Par contre, c'est un peu un pavé en fait en poche, non ? Ah bah ouais, on est sur du 837 pages, c'est plutôt pas mal. On arrive sur l'un de mes titres préférés, c'est Circe de Madeline Miller. J'aime beaucoup à la fois la couverture et l'histoire. Je pense que je vais le relire un jour parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Madeline Miller est devenue très rapidement une de mes autrices chouchou, à tel point que je me suis aussi offert dans la même collection Le Chant d'Achille, que j'avais aussi beaucoup aimé, mais entre les deux, mon cœur balance pour Circe. Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions J'ai lu. J'ai bien aimé, mais sans plus, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant si l'auteur avait choisi une autre façon de narrer son histoire. Le naufrage de la Méduse d'Alexandre Correa et Jean-Baptiste Savigny. En fait, c'est écrit façon, 17e siècle en fait, donc c'est très compliqué à suivre. En plus, c'est écrit tout petit. Bref, ça peut être intéressant. J'ai encore un marque-page au milieu, c'est vous dire. C'est très intéressant, mais en même temps, c'est très compliqué. Mais en même temps, j'adore l'histoire, qui est donc une histoire vraie et un événement absolument tragique de l'histoire de France et de l'histoire maritime de façon générale. Bref, j'adore m'intéresser à cet événement tragique, mais là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai envie de le garder, ne serait-ce que parce que j'ai un peu un coup de cœur en fait pour cet événement absolument horrible. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je le garde. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde dans son édition du livre de poche, qui fait partie donc des classiques de poche. J'aime bien cette édition qui a vécu. Je sais pas si elle a vécu parce que c'est ma sœur qui l'a trimballée partout pendant ses années lycée, ou est-ce qu'elle l'avait déjà acheté d'occasion. J'en sais rien. Mais je pense que je vais le lire cet automne. 10 petits nègres d'Agatha Christie, de nouveau aux éditions du livre de poche. Maintenant, il existe sous le titre « Ils étaient 10 ». Je l'ai lu et j'ai absolument adoré. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Je ne l'ai pas lu, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Il est en assez bon état pour un livre de poche qui a vécu. Je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas si je vais vraiment aimer ce roman. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, parce que j'ai l'impression que c'est un titre qui est beaucoup passé quand il est sorti, que ça a fait un peu le buzz à l'époque, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Territoire d'Olivier Norek, c'est un thriller que je n'ai toujours pas lu. Je sais qu'on retrouve un personnage principal que j'ai déjà découvert dans un tome suivant,
mais qu'on n'a pas besoin de les lire dans l'ordre pour savoir un petit peu tout ce qui se passe, pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Bref, ce sont des tomes de thriller, donc on n'a pas besoin de les lire dans l'ordre chronologique, vous m'avez compris. Scary Christmas d'Hélène McMullan, un court roman un peu horrifique, un peu façon 10 petits nègres d'Agatha Christie, mais ça se passe en Écosse et à Noël. Je l'ai lu et c'était très sympa. D'ailleurs, je l'ai lu le 24 décembre et c'était la période idéale puisque justement l'intrigue de cette histoire se passe entre le 24 et le 25 décembre. La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux, un thriller qui se passe pendant la préhistoire. J'avais tanné ma mère et mes sœurs pour qu'elles me l'offrent à Noël ou à mon anniversaire. Et depuis que je l'ai absolument pas sorti de ma pile à lire, il traîne toujours. Donc je ne l'ai pas lu. Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein, le dernier des 3 titres que je m'étais offert en sortant du musée de la Marine nationale. Ici aussi, on parle d'un événement tragique de la marine française et c'est un roman que j'ai vraiment énormément apprécié. Et en plus, j'adore la couverture. Et enfin, le dernier titre de ma bibliothèque, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Je ne sais pas si le livre a été écrit avant le film ou si c'est le film le matériel de base, je n'en sais rien. Mais j'ai toujours très envie de le découvrir. Oh, il y a des illustrations dedans, j'avais jamais fait attention. Taxidermie créative, tout un programme. J'ai toujours très envie de le lire, mais je pense que c'est aussi un titre qui vaut mieux découvrir aux alentours de l'automne finalement. Et voilà, on est arrivé à la fin de toutes mes étagères de ma bibliothèque. Finalement, ça fait quand même pas mal de livres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez découvert de nouveaux titres que vous venez d'ajouter à votre pile à lire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez qu'il y a des livres que je devrais vraiment avoir dans ma bibliothèque et les lire. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!